Le jour de Thanksgiving, j'ai fait un double quart aux urgences. Chez mes parents, on m'a dit qu'il n'y avait pas de place à table. Nuit seule. Le lendemain, j'ai envoyé un SMS. Et il m'appelle sans arrêt. Je m'appelle Hélène. J'ai 30 ans et je travaille comme infirmière au CHU de Lyon. Mon père, Michel, avait 58 ans et a travaillé dans le BTP toute sa vie. Puis, en novembre dernier, il était sur un chantier et a glissé d'un échafaudage. Il s'est déchiré tous les ligaments du bras droit, c'était assez grave. La mutuelle a couvert une partie, mais vous savez comment ça se passe. Ils ont payé le minimum possible pour s'en tirer. Après 3 mois de kinésithérapie et de chirurgie, le bras de papa n'a plus jamais été le même. Il ne pouvait pas soulever plus de 9 kilos sans une douleur intense. Il ne pouvait pas faire les mouvements répétitifs que son travail exigeait. Son patron était compréhensif, mais ne pouvait pas le garder. Le BTP n'a pas de poste de bureau pour les gars avec des bras cassés. Papa a trouvé du travail comme agent de sécurité à temps partiel à l'école primaire Victor Hugo. 8 € de l'heure, 25 heures par semaine s'il avait de la chance. Avant l'accident, il ramenait environ 4 000 € par mois. Maintenant, il gagnait peut-être 800 €. Maman travaille à temps partiel dans une supérette, et rapporte un autre millier. Ils ont un crédit immobilier de 2 200 € par mois pour leur pavillon de 3 chambres dans le quartier de la Croix-Rousse. Donc, 3 mois après que papa a commencé le travail de sécurité, mes parents ont convoqué une réunion de famille. Ma sœur Sophie est venue avec son mari Marc et leurs 2 enfants, Thomas, qui a 6 ans, et la petite Emma, qui vient d'avoir 4 ans. Sophie a 32 ans, 2 de plus que moi, et elle a toujours été la préférée de maman. Marc travaille dans l'informatique pour une grande entreprise du centre-ville, il gagne bien sa vie. Nous étions tous assis autour de la table de la salle à manger de mes parents un dimanche après-midi de mars. Papa avait l'air terriblement gêné, il n'arrêtait pas de se frotter son bras malade. Maman faisait ce truc où elle prétend ne pas pleurer, mais sa voix devient toute tremblante. Nous devons parler de la maison, a dit maman. Nous avons 3 mois de retard sur le crédit. La banque a envoyé une autre lettre. Sophie a immédiatement sauté sur l'occasion. J'aimerais pouvoir aider, mais avec 2 enfants et les frais de crèche, nous ne pouvons tout simplement rien mettre de côté en ce moment. J'ai failli dire quelque chose sur le fait que les parents de Marc les aident tout le temps. Son père possède une chaîne de garages automobiles, et je sais de sources sûres qu'ils ont donné à Sophie et Marc l'apport pour leur maison, et qu'ils paient l'école privée coûteuse des enfants. Mais j'ai gardé ma bouche fermée. Sophie devient susceptible avec ce genre de choses. Elle se met à crier que ce ne sont les affaires de personne ce que fait la famille de Marc. Hélène, a dit papa, en me regardant avec ses yeux fatigués. Tu n'as pas d'enfant, pas de mari à soutenir. Ton travail paie bien. Pourrais-tu peut-être nous aider un moment? Juste jusqu'à ce que je trouve quelque chose de mieux ou que nous trouvions une autre solution. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Ce sont mes parents. De combien avez-vous besoin? Ai-je demandé. Peut-être 1 000 € par mois, a dit maman. Cela couvrirait la plus grande partie du crédit. Nous pouvons nous occuper des factures et des courses. Je gagnais environ 48 000 € par an en travaillant des horaires normaux. Après les impôts, mon propre loyer et mes factures, il me restait peut-être 1 000 € chaque mois pour la nourriture, l'essence et tout ce dont j'avais besoin d'autre. Mais si je prenais des gardes supplémentaires, que je faisais des doubles et des week-ends, je pourrais probablement m'en sortir. D'accord, ai-je dit. Je peux le faire. Juste temporairement, n'est-ce pas? Bien sûr, ma chérie, a dit maman, tendant la main sur la table pour me serrer la mienne. Juste jusqu'à ce que papa se remette sur pied. C'était il y a 1 an. Une année entière à faire des doubles gardes presque chaque semaine. J'ai fait 60, parfois 70 heures à l'hôpital. J'ai constamment mal aux pieds. Je suis toujours épuisé et je n'ai pas eu un vrai jour de congé depuis des mois. J'étais censé prendre des vacances en août, mais je les ai annulées parce que maman avait besoin d'argent supplémentaire pour des réparations à la maison. Au début, maman et papa étaient si reconnaissants. Chaque mois, quand je virais l'argent, maman m'appelait pour me remercier, me dire quelle bénédiction j'étais, à quel point ils étaient fiers de moi. Papa devenait ému à ce sujet, disait qu'il allait me rembourser dès qu'il le pourrait. Mais après quelques mois, l'appel de remerciement a cessé de venir. La gratitude s'est en quelque sorte estompée.
Maintenant, quand j'envoie l'argent, c'est juste attendu. Personne ne dit rien, sauf si j'ai quelques jours de retard, et alors maman appelle pour demander où il est. Je conduis une Renault Clio de 2015 avec 290 000 km au compteur. La climatisation fonctionne à peine. Il y a un bruit de cliquetis bizarre quand je freine, et le voyant moteur est allumé depuis 6 mois. J'ai envie d'acheter quelque chose de plus récent, peut-être obtenir un petit prêt pour une voiture d'occasion certifiée, mais chaque euro supplémentaire va à mes parents. Je vis dans un 2 pièces qui n'a rien de spécial, mais c'est le mien. Sauf que dernièrement, je n'y suis presque jamais, sauf pour dormir et me doucher. La plupart des nuits, je travaille jusqu'à 23 heures, je rentre vers minuit, je mange quelque chose de rapide et je m'effondre. Puis je suis de retour à l'hôpital à 7 heures le lendemain matin. Les autres infirmières ont commencé à me demander si j'allais bien. Ma cadre de santé, Jeanne, m'a prise à part la semaine dernière et m'a dit que j'avais l'air épuisé. Elle m'a demandé si tout allait bien à la maison, si j'avais besoin de parler à quelqu'un. Je lui ai juste dit que j'allais bien. Que j'avais besoin de l'argent supplémentaire en ce moment. Le pire, c'est de voir Sophie au dîner de famille. Elle et Marc ont acheté un nouveau SUV le mois dernier. Marc a eu une promotion et ils parlent d'ajouter une piscine dans leur jardin. Sophie publie toujours des photos sur Facebook de leur voyage en famille, de leur soirée en amoureux, des cours de danse d'Emma, de l'équipe de foot de Thomas, et je suis heureuse pour eux. Vraiment. Mais parfois, je me demande ce que ce serait d'avoir ce genre de vie, de ne pas vérifier mon compte en banque tous les jours et de calculer combien de gardes supplémentaires je dois faire pour tout couvrir. Donc, l'après-midi du réveillon de Noël arrive et je suis complètement épuisé. Je viens de terminer une double garde brutale de 7 heures hier matin à 23 heures hier soir. 16 heures d'affilée à m'occuper des patients, à remplir des dossiers, à courir entre les étages, ayant à peine le temps de manger ou de m'asseoir. La bonne chose, c'est que je ne dois pas retravailler avant la garde de l'après-midi de demain, qui commence à midi. Donc, je peux en fait passer toute la soirée et la nuit avec ma famille, peut-être même dormir dans mon ancienne chambre au lieu de mon appartement vide. Je suis arrivé dans leur allée vers 16h30, avec l'impression de pouvoir dormir pendant une semaine. Il y avait déjà plusieurs voitures. Le SUV blanc de Sophie, la berline noire de Marc, et 2 autres voitures que j'ai reconnues immédiatement. L'une appartenait aux parents de Marc, Robert et Sylvie, et l'autre à sa sœur, Chloé, et son mari, David. Je les avais tous rencontrés au mariage de Sophie et Marc il y a 3 ans, et je les avais vus de nombreuses fois depuis lors de diverses réunions de famille et fêtes d'anniversaire. J'ai attrapé mon sac avec des vêtements propres et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je pouvais entendre des voix et des rires venant de l'intérieur, ce qui m'a fait sourire malgré ma fatigue. Cela faisait des semaines que je n'avais pas entendu ma famille simplement s'amuser. J'ai sonné à la porte au lieu d'utiliser ma clé puisqu'il y avait des invités. Maman a ouvert la porte et son visage a pris cette expression bizarre, comme si elle était surprise de me voir, mais pas agréablement surprise, plutôt agacée. « Hélène » a-t-elle dit, « qu'est-ce que tu fais ici ?» Je l'ai regardée pendant une seconde. « C'est Noël, maman. Je viens toujours pour Noël. Mais je pensais que tu travaillais toute la nuit aussi. Tu travailles toujours. Non, je ne retravaille pas avant demain après-midi. Je viens de terminer une double garde brutale. J'ai apporté des vêtements pour me changer. Je me suis dit que je prendrais une douche ici et que je passerais la soirée avec tout le monde. Maman avait l'air mal à l'aise. Oh, eh bien, on ne t'attendait pas vraiment. Ça m'a piqué, mais j'ai fait abstraction. C'est ma famille. Je viens au dîner de Noël ici depuis que je suis né. Pourquoi ne m'attendrait-il pas? J'ai suivi maman dans le salon et j'ai vu tout le monde rassemblé. Sophie avec Marc et les enfants, plus toute la famille de Marc. Robert et Sylvie étaient assis sur le canapé, l'air détendu et heureux. Chloé et David étaient près de la fenêtre, un verre à la main. « Salut tout le monde », ai-je dit en faisant un petit signe de la main. Je me sentais sale et en sueur dans ma blouse, très consciente que j'avais probablement l'air d'un zombie après ma longue garde. Le dîner est prêt? Je meurs de faim. Je n'ai rien mangé depuis hier matin, à part quelques biscuits du distributeur. En fait, on allait juste s'asseoir, a dit maman, mais son ton était étrange. Mais Hélène, il y a un problème. J'ai regardé vers la salle à manger et j'ai vu que la table était parfaitement mise pour 8 personnes. 8 chaises, 8 couverts, 8 verres à vin,
8 serviettes en tissu pliées avec soin. J'ai compté les personnes dans la pièce. Maman, papa, Sophie, Marc, Thomas, Emma, Robert, Sylvie, Chloé et David. Ça faisait 10 personnes, plus moi, ça faisait 11. Où suis-je censé m'asseoir? Ai-je demandé. Maman a échangé un regard avec papa, puis s'est retournée vers moi. Eh bien, ma chérie, toutes les places sont prises. On a mis la table pour nos invités et on ne pensait pas que tu viendrais. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Qu'est-ce que tu veux dire par on ne pensait pas que tu viendrais? Je viens chaque année. Je n'ai jamais manqué Noël. Mais tu travailles toujours, a dit Sophie avec ce ton dédaigneux. On s'est dit que tu serais encore coincé à l'hôpital. Je me suis organisé spécifiquement pour ça. J'avais hâte de passer du temps avec tout le monde. Eh bien, a dit maman, et sa voix avait ce ton froid que je ne lui avais jamais entendu prendre avec moi. Il n'y a plus de place à table maintenant. Toutes les places sont occupées. Tu es superflu ici. Si tu veux manger, tu peux prendre une assiette dans ton ancienne chambre ou manger dans la cuisine. Je suis resté là, à la regarder. Cette femme qui m'a élevé, que j'avais soutenue financièrement pendant 1 an, pour qui j'avais renoncé à mes vacances, à ma vie sociale et à mon compte d'épargne pour l'aider, elle me traitait de superflu et me disait de manger seule pendant qu'elle recevait la famille de Marc à la table de la salle à manger. Sophie a laissé échapper ce rire éclatant. Peut-être que si tu n'étais pas arrivée si tard, Hélène, ta place n'aurait pas été prise. Mais tu es toujours en retard à tout à cause du travail. En retard? J'avais été à l'hôpital pendant 16 heures d'affilée pour gagner de l'argent pour payer leur crédit. Et elle me traitait de retardataire. Et puis la chose la plus choquante est arrivée. Tout le monde s'est mis à rire. Pas un rire gêné et mal à l'aise, mais un rire sincère et joyeux, comme si Sophie venait de faire la blague la plus hilarante. Maman gloussait carrément. Papa ricanait et secouait la tête comme si j'étais ridicule. Marc souriait largement. Robert et Sylvie riaient et hochaient la tête en signe d'approbation. Chloé et David souriaient et ricanaient de concert. Même Thomas et Emma ont levé les yeux de leur tablette et se sont mis à glousser parce que tous les adultes passaient un si bon moment. Et j'ai réalisé quelque chose à ce moment-là qui m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je n'étais plus de la famille pour eux. J'étais juste la personne qui payait les factures. J'étais utile pour mon argent, mais pas vraiment désiré à leur table. Pas vraiment considéré comme faisant partie de la famille. J'étais superflu. J'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers la porte. Personne ne m'a appelé. Personne n'a dit, Hélène, attends, ou, trouvons une solution, ou, nous sommes désolés. Je les entendais déjà passer à autre chose. Robert demandant des nouvelles du match de foot et Sylvie complimentant maman sur la beauté de la table. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi, dans mon appartement vide où je n'avais pas de nourriture parce que j'avais prévu de manger avec ma famille. J'ai préparé des pâtes instantanées et je me suis assise à ma petite table de cuisine en regardant le parking, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. C'était ça, mon Noël. Le silence était assourdissant après avoir entendu tous ces rires chez mes parents. Je n'arrêtais pas de rejouer toute la scène dans ma tête, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Mon téléphone était posé sur le comptoir, complètement silencieux. Pas un seul SMS, pas un seul appel pour me demander où j'étais allé ou si j'allais bien. Rien. Ils n'avaient probablement même pas remarqué que j'étais parti jusqu'à ce que quelqu'un ait besoin de plus de vin ou que les enfants veuillent un dessert. Vers 19 h, on a sonné à ma porte. Je n'attendais personne, et honnêtement, j'espérais que ce soit maman ou papa qui venait s'excuser. Mais quand j'ai ouvert la porte, c'était ma voisine, Madame Martin, d'en face. Madame Martin est cette adorable femme de 75 ans qui a toujours vécu dans le quartier. Je l'aide parfois avec des choses médicales, en vérifiant sa tension artérielle, en lui faisant ses injections d'insuline quand son arthrite est trop douloureuse pour qu'elle le fasse elle-même, en lui expliquant ce que ses médecins lui disent lors des rendez-vous. Elle essaie toujours de me payer, mais je ne prends jamais son argent. Elle était là, tenant une assiette couverte, portant sa plus belle robe, et cette expression inquiète. « Hélène, ma chérie », a-t-elle dit. Je sais que c'est le réveillon. J'ai fait de la dinde et du gratin dauphinois en plus. J'ai pensé que tu en aimerais peut-être. J'ai regardé cette petite femme qui me connaissait à peine, qui avait en quelque sorte pensé à m'apporter de la nourriture un jour de fête,
et j'ai failli craquer là, sur le pas de la porte. C'est si gentil de votre part, Madame Martin. Merci. Elle m'a tendu l'assiette, qui était encore chaude. Tu travailles si dur à l'hôpital. Tu as besoin de bonne nourriture, pas seulement de ces boîtes de pâtes que je te vois acheter. Après son départ, j'ai fermé la porte et je suis resté là, tenant cette assiette de vraie nourriture de Noël qu'une étrangère m'avait préparée. C'est là que j'ai finalement fondu en larmes. Pas seulement quelques larmes, mais des sanglots. Cette femme qui ne me devait rien m'avait montré plus de gentillesse en 5 minutes que ma propre famille en des mois. J'ai mangé la dinde et le gratin de Madame Martin, et c'était délicieux, bien meilleur que tout ce que j'aurais eu chez mes parents. Puis je suis allé me coucher et j'ai dormi 10 heures d'affilée, ce qui ne m'était pas arrivé depuis une éternité. Quand je me suis réveillé le matin de Noël, la première chose que j'ai faite a été de vérifier mon téléphone. Toujours rien de ma famille. Pas même un SMS de Sophie me demandant si je faisais ma comédie ou quoi que ce soit. Silence radio complet. J'ai fait du café et je me suis assise à ma table de cuisine en pensant à tout ce qui avait mené à la veille. Une année entière à me tuer avec des doubles gardes. Renoncer à mes vacances. Conduire une voiture qui fonctionne à peine. Vivre d'un salaire à l'autre pour que mes parents puissent garder leur maison. Et pourquoi ? Pour qu'ils me traitent comme si j'étais un inconvénient quand je voulais vraiment passer du temps avec eux. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui a tout changé. J'ai ouvert mon application bancaire sur mon téléphone et j'ai trouvé les virements automatiques que j'avais mis en place il y a un an, un de 1 000 € chaque mois sur le compte de maman pour le crédit, un autre de 300 € pour les factures. J'avais été si stressé et occupé que j'avais tout automatisé et que je n'y avais plus jamais pensé. J'ai annulé les 2 virements. Puis j'ai tapé un SMS à maman, après ce qui s'est passé hier, je réalise que je suis vraiment superflu pour cette famille. Comme tu l'as dit. À partir d'aujourd'hui, je ne paie plus votre crédit ni vos factures. Ne me contactez plus. Je ne veux plus communiquer avec aucun de vous. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. Puis j'ai parcouru mes contacts et j'ai bloqué le numéro de maman, le numéro de papa, le numéro de Sophie et le numéro de Marc. Je les ai bloqués sur Facebook, Instagram, WhatsApp, partout où je pouvais penser. Je ne voulais pas entendre leurs excuses, ni leurs tactiques de manipulation, ni leurs fausses excuses. Après ça, j'ai ressenti cet étrange sentiment de soulagement, comme si un poids que je portais depuis des mois avait été soudainement enlevé de mes épaules. Je me suis préparé un vrai petit déjeuner. Toast, bacon, la totale. Je n'avais pas cuisiné un vrai repas pour moi depuis des lustres. Vers midi, j'ai dû partir pour ma garde à l'hôpital. Pour la première fois depuis des mois, je n'appréhendais pas d'aller au travail. En fait, le travail semblait être une pause dans le drame familial pour une fois, au lieu de l'inverse. Pendant ma pause déjeuner, je suis allé trouver notre directeur, M. Dubois. Il était dans son bureau en train de faire de la paperasse quand j'ai frappé. Hélène, entrez. Comment s'est passé votre Noël ? C'était bien, merci. En fait, c'est de ça que je voulais vous parler. Je dois réduire mes gardes supplémentaires à partir du mois prochain. Il a eu l'air surpris. Vraiment ? Vous avez pris toutes les doubles gardes que nous avons eues depuis presque un an. Est-ce que tout va bien ? Ma situation familiale a changé. Je n'aurai plus besoin du revenu supplémentaire. Eh bien, si vous êtes sûr, je dois dire que vous avez beaucoup trop travaillé. Ce sera bon pour vous d'avoir à nouveau un horaire normal. J'ai eu envie de pleurer de soulagement. Fini les journées de 16 heures. Fini de s'endormir debout. Fini de vivre de la nourriture des distributeurs automatiques et des boissons énergisantes. Cet après-midi au travail a été la meilleure garde que j'ai eue depuis des mois. J'avais vraiment de l'énergie pour parler à mes patients, pour plaisanter avec les autres infirmières. Jeanne, ma cadre de santé, a même remarqué que je semblais différente, plus comme mon ancien moi. 2 jours se sont écoulés. Le dimanche soir, je me préparais à me coucher quand j'ai entendu des cris à l'extérieur de mon immeuble. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu maman et papa debout près de leur voiture sur le parking. Papa gesticulait sauvagement et maman était clairement bouleversée. Je suis descendu pour voir ce qu'il voulait. Hélène, a crié maman dès qu'elle m'a vu. Nous essayons de t'appeler depuis 2 jours. J'ai bloqué vos numéros, ai-je dit calmement.
Tu ne peux pas simplement arrêter de payer le crédit, a crié papa. Nous allons perdre la maison. Vous auriez dû y penser avant de me dire que j'étais superflu et de me faire manger seul dans la cuisine. On plaisantait, a dit papa. Tu ne peux pas supporter une blague? 16 double garde le mois dernier, ai-je dit. Le savez-vous seulement? Savez-vous combien d'heures supplémentaires j'ai travaillé le mois dernier juste pour payer vos factures? Ils m'ont tous les deux regardé, le regard vide. Vous n'en avez aucune idée, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais demandé, jamais prêté attention. Vous vous attendiez juste à ce que l'argent apparaisse chaque mois comme par magie. Maman s'est mise à pleurer. Hélène, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas nous permettre la maison sans ton aide. Alors vous auriez dû me traiter comme de la famille au lieu d'un distributeur de billets. Je me suis retourné et je suis retourné à mon immeuble, les laissant crier derrière moi. Quand je suis monté, je me suis senti fier de moi pour la première fois depuis des mois. Environ 1 heure après le départ de mes parents, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Hélène, c'était la voix de Sophie, et elle était furieuse. Maman et papa viennent de m'appeler en pleurant. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il n'y a rien qui ne va pas chez moi, ai-je dit calmement. J'ai juste décidé d'arrêter d'être la banque de la famille. Ils vont perdre leur maison à cause de toi. Non, ils vont perdre leur maison parce que papa s'est blessé et qu'ils ne peuvent pas payer les mensualités. Ce n'est pas ma responsabilité. Bien sûr que c'est ta responsabilité, c'est ta famille. J'ai ri, et ce n'était pas un rire agréable. La famille. Tu veux dire comme quand j'étais de la famille quand vous m'avez fait manger seul dans la cuisine pour Noël? Sophie est restée silencieuse pendant environ 2 secondes. C'était juste. On s'amusait. Tu es beaucoup trop susceptible. J'ai pleuré seul dans mon appartement pour Noël, Sophie. J'ai mangé des pâtes instantanées pendant que vous dîniez tous avec la famille de Marc. Répète-moi encore comment c'était amusant. Écoute, Hélène, tu dois continuer à payer le crédit. Maman a des crises d'angoisse à l'idée de perdre la maison. Alors peut-être que tu devrais les aider. Je ne peux pas. J'ai 2 enfants. Et un mari qui gagne bien sa vie et des beaux-parents qui vous aident financièrement. Tu pourrais aider si tu le voulais. Tu ne veux juste pas le faire. Ce n'est pas juste. Tu sais ce qui n'est pas juste? Me tuer à travailler pendant 1 an pendant que vous achetez de nouvelles voitures et planifiez l'installation d'une piscine. J'en ai fini, Sophie. J'ai raccroché et j'ai bloqué ce numéro aussi. Au cours des jours suivants, j'ai reçu des appels de parents au hasard avec qui je parlais à peine. Tante Martine a appelé pour me faire la morale sur les obligations familiales. Cousin Mathieu a laissé un message vocal sur le fait que ma grand-mère serait déçue si elle était encore en vie. Oncle Robert a envoyé un long SMS sur le fait que j'étais égoïste et ingrate. Je les ai tous écoutés en silence, puis j'ai bloqué chacun d'entre eux. C'était en fait incroyable de voir combien de personnes sont sorties de nulle part pour me faire honte de ne pas payer les factures de mes parents, mais aucune d'entre elles ne s'est proposée pour aider financièrement. Pendant ce temps, ma vie a commencé à s'améliorer immédiatement. Sans le stress de travailler constamment des doubles gardes, j'ai retrouvé de l'énergie. J'ai fait les courses et j'ai vraiment cuisiné de vrais repas. J'ai nettoyé mon appartement correctement pour la première fois depuis des mois. Je suis même allé au cinéma avec Jeanne du travail, ce qui était la première chose sociale que je faisais depuis plus d'1 an. La meilleure partie a été d'avoir de l'argent à nouveau. Mon premier salaire après l'annulation des virements, il me restait plus de 1 800 € après mes propres factures. Je n'avais pas vu autant d'argent supplémentaire sur mon compte depuis avant l'accident de papa. J'ai décidé de faire quelque chose dont je rêvais depuis des mois. Je suis allé acheter une voiture. J'ai trouvé une Peugeot 208 de 2019 avec seulement 55 000 km au compteur. Carte grise vierge, bon carnet d'entretien, et la mensualité était totalement gérable maintenant que je ne subvenais plus aux besoins de mes parents. Le concessionnaire a vérifié mon dossier, qui était excellent puisque je n'avais jamais manqué de paiement sur quoi que ce soit, et m'a approuvé sur le champ. Quitter le concessionnaire dans une voiture qui ne cliquetait pas, ne sentait pas bizarre et n'avait pas de voyants allumés sur le tableau de bord, c'était comme la liberté. Je me suis mis en arrêt maladie le lendemain juste pour pouvoir conduire et en profiter. Environ 3 mois après avoir coupé les vivres, maman s'est présentée à l'hôpital.
Elle a réussi à passer la sécurité et m'a coincé pendant ma pause à la cafétéria. Hélène, s'il te plaît, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi sans y être invitée. La banque nous a envoyé une lettre de mise en demeure. Nous avons 3 mois de retard maintenant. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit sans lever les yeux de mon sandwich. Mais nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Comme vous m'avez abandonné pour Noël. Maman s'est remise à pleurer. Nous avons fait une erreur. D'accord, nous sommes désolés, mais tu ne peux pas nous laisser perdre notre maison pour une mauvaise soirée. Ce n'était pas une mauvaise soirée, maman. C'était une année à être considérée comme acquise, traitée comme un distributeur de billets, puis humiliée devant des gens que je connais depuis des années. Tu m'as traité de superflu. Je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. Et tu avais raison. J'étais superflu pour votre famille, mais je ne suis pas superflu pour ma propre vie. Je me suis levé pour partir, mais maman m'a attrapé le bras. S'il te plaît, Hélène, je t'en supplie. J'ai baissé les yeux sur elle et je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de sympathie, pas d'envie de résoudre ses problèmes. C'était en fait assez libérateur. Demande à Sophie de t'aider, ai-je dit, et je suis parti. 6 mois plus tard, j'ai appris par un parent qui n'avait pas encore été bloqué que mes parents avaient vendu la maison et déménagé dans un petit appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville. Sophie n'a apparemment jamais proposé d'aider avec les paiements du crédit, prétendant qu'elle ne pouvait pas se le permettre à cause des dépenses des enfants. Mais je savais qu'elle aurait pu aider. Les parents de Marc complétaient toujours leurs revenus, et ils venaient de prendre des vacances à Disneyland Paris qu'ils ont posté sur tous les réseaux sociaux. Je n'étais pas surprise. Sophie avait toujours été douée pour dépenser l'argent des autres, mais jamais le sien. Il y a 2 semaines, une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite de maman disant qu'ils avaient perdu leur maison à cause de moi, que c'était entièrement de ma faute, et que j'avais détruit notre famille. Elle a dit que j'étais égoïste et sans cœur et qu'elle espérait que j'étais heureuse de ce que j'avais fait. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai jeté à la poubelle. La vérité, c'est que je suis heureuse. Je travaille des horaires normaux maintenant, ne prenant des gardes supplémentaires que quand je le veux, pas parce que je le dois. Je pars en vacances le mois prochain, de vraies vacances sur la Côte d'Azur pendant une semaine entière. Je n'ai pas pris de congé depuis plus de 2 ans. Je me suis acheté de nouveaux vêtements, je me suis fait une bonne coupe de cheveux, j'ai commencé à aller à la salle de sport. Je sors avec quelqu'un maintenant, un type vraiment sympa qui s'appelle David, qui est kinésithérapeute à l'hôpital. Nous sommes ensemble depuis 3 mois, et il n'a aucune idée de tout le drame familial parce que je n'en parle pas. Ma vie m'appartient à nouveau. J'ai de l'argent de côté. Je ne suis pas constamment épuisé, et je n'appréhende pas de vérifier mon compte en banque tous les jours. Plus important encore, j'ai appris qu'être de la famille ne donne pas aux gens le droit de vous utiliser et de vous traiter mal. Il ne me manque pas. Je pensais que ce serait le cas, mais non. Les personnes qui se souciaient vraiment de moi ne m'auraient pas traité comme ils l'ont fait. Madame Martin m'apporte encore de la nourriture parfois et me demande comment s'est passée ma journée. Mes collègues m'invitent à des fêtes d'anniversaire et à des apéros. David me surprend avec de petits cadeaux et écoute vraiment quand je parle de mon travail. Ce sont ces personnes qui comptent, pas celles qui ne m'appréciaient que pour mon salaire.